connu, l'hymne français et l'hymne allemand. Emmanuel Macron va aujourd'hui à Berlin pour rencontrer Olaf Scholz. Voyage traditionnel pour un président français fraîchement élu ou réélu. Un voyage qui se fait alors que le couple franco-allemand n'existe que dans l'esprit des Français. Le Deutsch-Französisch Ehepaar, c'est comme ça que ça se dit en allemand, n'étant évoqué par personne ou presque de l'autre côté du Rhin. Il y a 4 ans, un livre signé de la regrettée Coralie Delhomme intitulé « Le couple franco-allemand n'existe pas » devenait un best-seller. Preuve que la question se pose, que dire du couple franco-allemand? Existe-t-il encore entre une Allemagne au plein emploi en excédent budgétaire et une France qui se paupérise depuis des années? L'armée française achète allemand, mais l'armée allemande n'achète jamais français mais américain. Sommes-nous un peu les cocus du couple? Parlons vrai. D'où notre premier débat. Voyage d'Emmanuel Macron à Berlin. Croyez-vous au couple franco-allemand? Et vous êtes 97% à dire non. Avec nous, Jean-Loup Bonamy, philosophe, normalien et spécialiste en géopolitique, auteur de plusieurs tribunes, notamment dans Le Figaro et Le Point, qui soulignait la perte d'influence de la France au sein du couple franco-allemand. Jean-Loup Bonamy, bonsoir. Bonsoir. Alors, il existe encore ce couple ou pas? Alors, écoutez, là, je ne sais pas quoi vous dire, puisque je pense que vous avez tout dit et que vous avez parfaitement résumé le problème. Donc, plusieurs choses. Première chose, dans un couple, pour être en couple, il faut être deux. Or, cette idée de couple franco-allemand n'existe que dans l'esprit des Français, et comme vous l'avez dit, il n'est jamais évoqué, ni médiatiquement, ni dans la classe politique, ni ailleurs, en Allemagne. Donc ça, c'est en effet, le premier point, c'est un fantasme français, franco-français. Le couple franco-allemand est un fantasme franco-français. Philippe, allez-y. Deuxième remarque, c'est que je ne sais pas si nos dirigeants sont au courant, mais en 1989, le mur de Berlin est tombé et les deux Allemagnes se sont réunifiées. Et en fait, ça a considérablement changé les choses, puisque avant 1989 et la réunification de 91, l'Allemagne de l'Ouest était géographiquement beaucoup plus tournée vers la France. La capitale Bonn ne se situait qu'à quelques dizaines de kilomètres de la frontière française, mais avec la réunification de l'Allemagne, vous avez un changement complet de l'axe de gravité de l'Allemagne. La frontière est désormais à Berlin, la capitale est désormais à Berlin, très éloignée de la frontière française, à plusieurs centaines de kilomètres, mais par contre tout près de la frontière polonaise. Et donc le centre de gravité de l'Allemagne a basculé vers l'Est, et notamment l'Allemagne a utilisé comme espace économique tous les pays d'Europe centrale et orientale, comme la Pologne ou la Slovaquie. Philippe Bilger. Jean-Loup Bonamy, c'est un bonheur de vous écouter aussi dans les vraies voix, mais il y a une règle d'or, il ne faut jamais faire de flagornerie à l'égard de notre animateur parce qu'il va finir par croire que c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est le problème, c'est que c'est vrai. Et plus sérieusement, je ne suis pas évidemment un spécialiste du couple franco-allemand, mais si vous me permettez, Philippe, une digression, j'ai été très favorablement influencé par l'édito Pour une fois du Monde qui considère que le couple franco-allemand est plus que nécessaire que jamais. J'en profite pour dire que dans le monde d'aujourd'hui, il y a un texte absolument terrible et éblouissant de la journaliste russe qui a été assassinée, je ne veux pas écorcher son nom, Anna Politkovskaya, que j'avais rencontrée moi à Moscou, j'avais fait une grande interview avec elle, exceptionnelle. Tout à fait remarquable, un texte anti-Poutine de haute volée. Et bon, mais je reviens au couple franco-allemand, je me demande si il n'y a pas une sorte d'invocation permanente et symbolique au couple franco-allemand sans que quiconque soit dupe du fait qu'il n'a plus beaucoup de substance, notamment à cause de ce que vous avez dit, Philippe, l'inégalité de certaines conditions économiques, sociales, géopolitiques, et comme finalement on le garde précieusement comme un trésor qui ne sert plus à rien, mais qui impose à chaque président français de l'honorer précisément parce que si on ne l'honorait pas par les mots, il deviendrait complètement vide dans les actes. Jean-Loup Bonamy. Oui, alors moi je pense qu'il y a plusieurs difficultés. Premièrement,
ce serait intéressant de se demander pourquoi les élites françaises sont aussi fascinées de manière unilatérale par ce couple franco-allemand et par l'Allemagne. En fait, je pense que c'est pour plusieurs raisons. Vous savez, il y a une véritable névrose allemande des élites françaises. En 1870-1871, la France a été écrasée dans la guerre de 70 par la Prusse. Et d'ailleurs, il ne faut jamais oublier que l'Empire allemand a été proclamé dans la Galerie des Glaces à Versailles en 1871. Le 18 janvier, bien sûr. Et la France ne s'est jamais remise de cette supériorité allemande, qui s'est d'ailleurs, hélas, répétée en 1940. Et donc, les Français sont fascinés et obsédés par cette Allemagne si efficace, si performante, si disciplinée. Et donc, vous savez, il y a un universitaire, un historien dans les années 50, qui a publié un ouvrage magistral, hein, c'est Claude Dijon. Cet ouvrage s'appelle « La crise de la pensée française, la crise allemande de la pensée française, la crise allemande de la pensée française, 1871-1914 », et qui montrait déjà, dès cette époque de l'après-guerre de 1870, la crise et la fascination pour l'Allemagne chez les élites françaises. Et donc, vous voyez, en effet, Philippe l'a bien dit, nous, on est en déficit budgétaire et commercial, alors que l'Allemagne performe. Et ensuite, je pense qu'il y a une autre raison, c'est que les élites françaises, si elles le pouvaient, aimeraient bien troquer ce peuple français, ce peuple de Gaulois réfractaires, de gilets jaunes et de manifestants, contre un peuple allemand qu'on imagine, à tort ou à raison, plus discipliné. Donc je pense que les élites françaises aimeraient bien, comme le disait d'ailleurs Brecht, un auteur allemand, changer de peuple et procéder à un échange de peuple avec l'Allemagne. Françoise de Gois. Oui, Brecht, il disait pas tout à fait ça par rapport... Je comprends la métaphore, hein, Joël, oui, mon ami, mais dissoudre le peuple, je comprends très bien. Moi, je vais mettre beaucoup de bémols dans ce que vous dites. D'abord, là où je vous rejoins complètement, c'est il y a une sorte de fantasmagorie franco-allemande, parce qu'il y a le traumatisme des trois guerres, hein, 1870, 1914 et 1940, avec l'étrange défaite, évidemment. On rappelle quand même la France, la plus grande armée du monde, défaite en quelques semaines. Donc là, il y a un traumatisme. Mais je pense que pourquoi on parle toujours du couple franco-allemand, on s'accroche au talisman de la paix. Et on s'accroche à cette photo mythique de 1984. Helmut Kohl, évidemment, et François Mitterrand à Verdun, main dans la main. Et en fait, pourquoi on s'accroche? D'abord, dans notre imaginaire collectif, en gros, les Français n'aiment pas trop les Allemands et vice-versa, mais il y a ce talisman-là de la paix. Ça, c'est vraiment... L'Allemagne nous a fait la guerre, à part les Anglais, la guerre de 100 ans. L'Allemagne a fait la guerre 3 fois. Nous avons été le champ de bataille de l'Europe. Et ce franco-allemand, d'une certaine manière, c'est comme un talisman, comme un mantra qui nous garantirait une forme de paix avec notre principal belligérant pendant le siècle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai que il y a un déséquilibre peut-être économique et industriel, d'abord parce que l'Allemagne c'est autre chose que nous dans sa capacité industrielle, hein. Il faut y a pas photo, il faut aller voir les élevages. Je prends les élevages de porc. Vous savez, en Allemagne depuis 10 ans les élevages fournissent déjà de l'électricité à l'Allemagne. Sur la transformation, la biomasse, etc. Ça fait très longtemps qu'ils sont en avance sur nous. Mais il y a un point sur lequel nous rééquilibrons, et je trouve ça un peu gênant de pas le dire. Sur le plan de la scène internationale, c'est toujours la France qui parle fort. Donc il y a un déséquilibre économique et industriel entre la France et l'Allemagne en faveur de l'Allemagne, mais sur la scène diplomatique, ça se rééquilibre parce que évidemment la France a sa place au Conseil de sécurité, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Mais absolument. Et donc là-dessus, nous pouvons rééquilibrer les rapports, et on le voit très bien dans ce pas de deux qui a eu lieu entre Sarkozy et Merkel, entre Kohl, enfin tous les duos, tous les grands couples. Donc je pense que je suis absolument d'accord pour dire qu'il y a une forme d'injustice. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que je crois que nous la rééquilibrons sur le plan géopolitique. Évidemment, c'est le deuxième point. Et le troisième point, je crois vraiment que sur le plan économique, Allemagne première puissance, troisième puissance mondiale ou quatrième première puissance européenne, la France la deuxième puissance européenne, la troisième c'est l'Italie. Et bien voilà, là où je ne suis pas d'accord, c'est d'imposer ce couple comme le seul moteur de l'Europe. C'est ça ce qui choque vraiment, c'est pas vraiment le décalage. On se rééquilibre sur le plan géopolitique et de diplomatie internationale. Ce qui me choque,
choque vraiment et sur lequel il faut se battre, c'est de ne plus accepter que la France et l'Allemagne soient ce couple qui dicte, si vous voulez, tout le reste à l'Europe. C'est ça qui ne va pas. Jean-Loup Bonamy. Oui, alors ce qui a été dit sur le talisman de la paix, je suis d'accord, mais le problème c'est qu'on s'accroche à ce talisman alors que depuis 1945, il n'y a absolument plus aucun risque de guerre entre la France et l'Allemagne. Les deux pays, et surtout l'Allemagne, sont des pays vieillissants. La France est une puissance militairement, sur le plan strictement militaire, écrase l'Allemagne et en plus c'est une puissance atomique. Et de toute façon, l'axe des tensions n'est plus du tout sur le Rhin, parce que l'Europe, c'est ce continent qui s'est suicidé en 1945, d'ailleurs sous impulsion allemande, et depuis, l'axe des tensions a basculé entre, d'abord, sous la guerre froide, l'Allemagne et la Russie, donc, entre les États-Unis et la Russie. Entre les États-Unis maintenant, c'est les États-Unis et la Chine, on sait très bien tout ça, Jean-Loup, bien sûr. Et la Chine, donc il n'y a plus aucun risque de guerre. Non mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est psychologiquement, collectivement, il y a quelque chose de très puissant là-dessus. J'ai bien compris, mais ça nous éloigne de nos intérêts réels. Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour dire que ce qui n'est pas acceptable, c'est que ce soit le couple franco-allemand, à l'exclusif quasiment, qui donne le là pour l'Europe? C'est ça le problème en fait. Le seul sujet, c'est celui-là en fait. Je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il faut nous rapprocher aussi d'autres pays, et je suis donc tout à fait d'accord avec vous, et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que l'Allemagne mène une politique unilatérale tout à fait égoïste et très souvent qui porte préjudice aux intérêts de la France. Parce que, par exemple, quand l'Allemagne arrête en 2011 unilatéralement le nucléaire et qu'elle va du coup recourir massivement au charbon et faire exploser ses taux d'émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi quelque chose qui met en difficulté les énergéticiens français, comme EDF, et ça, l'Allemagne a procédé à un arrêt unilatéral sans nous consulter. En 2015, quand Mme Merkel décide d'accueillir 1 million de migrants en Allemagne, mais elle semble oublier que l'Allemagne fait partie de l'espace Schengen, et à aucun moment, elle n'a pris la peine de consulter ses partenaires. Aujourd'hui, il y a tout un effort de lobbying de la part de l'Allemagne pour détruire la filière nucléaire française parce que l'Allemagne ne supporte pas que la France ait cet avantage compétitif qui rend son énergie moins chère et plus compétitive. Et également, on a parlé récemment de l'affaire des sous-marins en Australie et qui a été vécue comme un scandale en France, des Australiens qui ont finalement annulé leur commande de sous-marins français et sous pression américaine en fait. Et on s'est dit, mais c'est terrible, il faut s'émanciper des États-Unis, et donc il faut se rapprocher des Allemands. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les Allemands, nos amis allemands et les Suédois, n'avaient jamais supporté que les Français obtiennent ce contrat de sous-marin, que nous étions dans cette affaire les rivaux de l'allemand TKMS pour les sous-marins, et les Allemands avaient finalement été évincés, mais ils n'avaient jamais accepté cette éviction, et que les Allemands ont massivement financé la campagne de lobbying pour faire annuler la vente en Australie, pour faire annuler la vente des sous-marins français. Donc systématiquement, il y a une activité de la part du patronat allemand et du gouvernement allemand sur les ventes d'armes, sur Airbus et la gestion de cette entreprise franco-allemande qui est Airbus, sur le nucléaire civil, pour nous mettre des bâtons dans les roues et en fait nous affaiblir. Pierre-Yves Martin. Moi, il y a un sujet que je ne comprends pas, c'est quand vous dites il n'y a plus de risque de guerre. En clair, le rappel de la paix, de la nécessité de la paix, ça a juste un cycle de vie de 75 ans. C'est-à-dire que on a juste 75 ans de paix entre les deux pays sur un ensemble de l'histoire européenne. Donc ça vaut peut-être le coup d'être encore quelques années attentif à ce sujet de paix et de le faire vivre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand vous regardez le parcours politique de Merkel et en face, vous avez qui? Vous avez 3 présidents de la République qui se succèdent. Donc du coup, vous n'avez pas le même rapport au temps et donc du coup, c'est compliqué d'animer une gouvernance. Le troisième élément, c'est que il faudrait peut-être pas... J'ai trouvé ça très intéressant, cette dimension psychologique que vous et Françoise, vous aviez évoquée. Mais je pense qu'il ne faut pas parler de couple, en fait. Il faudrait faire en sorte qu'il y ait une co-construction des pays, des peuples
et pas de couple de dirigeants. Voilà. Ça veut rien dire, en tout. fait. Après, l'autre élément, c'est que l'Europe, quelque part, la construction européenne, elle s'est faite, me semble-t-il, avant tout, grâce à la motivation, à la volonté de la France et de l'Allemagne. Non, et de l'Italie. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est les 5 pays pays fondateurs. fondateurs. C'est les pays fondateurs. mais Bah oui, J'ai bien sûr. l'impression quand même que le couple, la dynamique a quand même été lancée. Je peux me tromper. J'ai l'impression. C'est son point de vue. C'est mon point de vue, Bien voilà. sûr, bien sûr. Mais voilà, et que du coup, c'est aussi compliqué de voir émerger dans le leadership européen d'autres pays. C'est vrai que l'Italie, L'Espagne aussi. l'Espagne, c'est peut-être plus compliqué. Donc il y a aussi une co-identité à c'est faire complètement vivre. castrateur pour les autres pays. Oui, hein. complètement C'est d'accord. infernal, Complètement pour d'accord nos- pour là-dessus. les- Jean-Loup Bonamy, allez, en 40 secondes, et le mot de la fin à Philippe Bilger. Oui, il ne faut pas oublier également que la France a d'autres zones d'influence, par exemple notamment la question du Maghreb. Et moi, je pense que la première visite d'un président de la République élu ou réélu ne devrait pas être forcément cette figure imposée du voyage en Allemagne, mais peut-être se rendre au Maghreb, à la fois pour évoquer des questions sécuritaires et migratoires, mais aussi des partenariats économiques. Mais simplement, quand la France a pensé à faire ça avec Nicolas Sarkozy et à lancer l'Union pour la Méditerranée, les Allemands, là encore, ont tout fait Pour la torpiller. voilà, pour torpiller l'Union pour la Méditerranée. Et quand la France a voulu se faire un hinterland, une base économique au Maghreb, dans un partenariat gagnant-gagnant avec les pays du Maghreb, comme finalement l'Allemagne l'avait fait avec les pays d'Europe centrale et orientale, l'Allemagne a tout de suite torpillé ce projet d'union pour la Méditerranée. Et simplement, Il n'était pas ficelé, Jean-Loup, Attendez. il n'était pas ficelé de façon exceptionnelle non plus par Nicolas Sarkozy, Bien sûr, pardonnez-moi. bien sûr. Mais il ne faut pas oublier également Soyons que Pas l'euro, plus qu'Henri Guénaud. voilà. l'euro est une monnaie qui est calquée sur le marque allemand et qui favorise de manière tout à fait nette, hein, vous lisez les économistes oui. américains ou anglais, ils le disent sans problème, que ils ont beaucoup moins de tabous qu'en France, que l'euro est une monnaie qui est sous-évaluée par rapport à ce que serait le marque et surévaluée par rapport à ce que serait le franc, et qu'elle contribue à nuire à la compétitivité de l'économie française et à favoriser la puissance industrielle de l'Allemagne. C'est vrai. Au détriment de la France. Philippe Bilger, le mot de la fin. Promis en 40 secondes, mon cher Philippe. Je questionne Françoise qui a justement insisté sur le plan géopolitique en disant que l'Allemagne demeurait encore un nain politique. C'est vrai. Est-ce que ça n'a pas un peu changé, Non, ça, jamais. Françoise, Jamais. depuis quelque temps? Jamais, ils n'ont jamais réussi. Il y avait Joschka Fischer qui était le Ministre des comment Affaires dire, le étrangères sous Schröder. Voilà. Vous cherchiez vos mots, c'est pour non, ça. je cherche Parce pas qu'on du a tout, déjà non. passé le temps de Voilà. 2 minutes. Et donc, Alors, l'Allemagne, l'Allemagne n'arrive pas à, à percer sur ce plan-là, sur le plan diplomatique. Non, ça reste la France qui a le leadership. Et d'ailleurs, quand la France s'est opposée en 2003 à la guerre en Irak, l'Allemagne l'a suivi. Les 40 secondes sont devenues 1 minute 30. Ouais, t'as qu'à Merci pas m'interrompre. beaucoup, Jean-Loup Bonamy, philosophe normalien, spécialiste de géopolitique, auteur de plusieurs tribunes dans Le Figaro, Le Point entre autres, sur le couple franco-allemand. Verdict sur Twitter. Voyage d'Emmanuel Macron à Berlin. Croyez-vous au couple franco-allemand? Vous êtes 96,3% à dire non. On se retrouve tout de suite avec la chronique de Philippe Rossi.